Gilles Babinet par Gilles Babinet. En gros, je suis un entrepreneur, j'ai passé 30 ans à monter des entreprises et depuis 10 ans, je m'intéresse aux enjeux de transformation dans la sphère publique, dans les grandes entreprises. C'est un sujet passionnant et plus récemment, je me passionne pour les sujets de sustainability, d'environnement et d'intelligence artificielle. La transformation est juste incroyable en 30 ans, mais ce qui m'impressionne le plus, c'est peut-être la transformation à court terme. Si je prends l'OCP, c'était une entreprise qui, il y a 10 ans, extrayait de la roche brute, il n'y avait pas l'UM6P. On est 10 ans plus tard, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'endroits dans le monde où on assiste à des transformations aussi radicales. Ce qu'il faut comprendre à l'égard de la révolution digitale, c'est qu'en réalité, il y a un contexte narratif extrêmement fort au départ. Par exemple, dans les années 40 jusqu'aux années 80, ce qui va être dominant, c'est les militaires. Les militaires qui vont être à l'origine de ce qu'on appelle le mainframe, le gros ordinateur mis en œuvre par des spécialistes en blouse blanche. Et ça, c'est dans un contexte de guerre froide. Donc c'est un ordinateur opaque qui détient toute la data. Et à partir du début des années 60, il y a un mouvement, le mouvement hippie, qui va vouloir voler le feu sacré aux militaires et qui va inventer le micro-ordinateur. On a la révolution conservatrice, l'arrivée de Reagan et Thatcher au pouvoir, et eux, ce qu'ils vont construire, c'est la globalisation. Et la technologie qui va accompagner ça, c'est évidemment le cloud. C'est une technologie de scalabilité. À partir des années 2008-2009, on a une grande crise financière, et on a une contre-réforme qui est emmenée par des gens comme Satoshi Nakamoto, qui va développer la blockchain, le Bitcoin, avec un narratif très très fort qui est celui de dire il faut qu'on se défie des grandes institutions, des grandes entreprises, des GAFA, mais aussi des États. Et je crois que ce qui est important, c'est de comprendre l'importance du narratif qui sous-tend cette révolution. Alors la question que tout le monde se pose, c'est finalement qu'est-ce qui va advenir de l'intelligence artificielle ? Je pense que lorsque l'on regardera ça avec le recul, on verra finalement l'évolution de l'intelligence artificielle comme d'abord une nouvelle forme d'architecture, ce qu'on appelle une architecture hybride, une architecture edge, ou plus encore une architecture complètement distribuée, qu'on pourra appeler FOG par exemple. Et on verra, à mon avis avec le recul, que l'orientation de cette nouvelle technologie, ça sera pour résoudre le problème le plus pressant de l'humanité, qui est évidemment le problème environnemental. Et on voit bien le potentiel de ces technologies pour traiter ces enjeux d'environnement. Ce narratif, finalement, prend des formes différentes en matière d'utopie ou dystopie. Dans les années 60, très grande inquiétude dans la guerre froide qu'il y ait une guerre nucléaire totale, aux États-Unis notamment. Dans les années qui vont suivre, il y aura une grande utopie emmenée par finalement l'expansion économique, ce qu'on appelle en Europe les 30 glorieuses et le welfare state aux États-Unis. Et puis la globalisation qui va amener finalement un certain bien-être à tout un tas de nations qui se développent très rapidement. Et puis depuis les années 2008-2010, la crise financière, l'émergence des fake news, les inquiétudes à l'égard des plateformes qui prennent une place très importante dans l'économie mondiale. À partir du moment où on verra une direction pour réussir à faire cette transformation environnementale très forte, eh bien je pense qu'on peut très bien revenir dans un contexte à nouveau utopique. Ce qui importe, c'est pas le contexte, c'est pas le réchauffement climatique, c'est la perspective. C'est finalement le sentiment que tout un chacun peut avoir qu'on peut s'en sortir. Une hypothèse que je fais, et je pense qui est assez proche finalement d'une thèse très forte de l'OCP, c'est finalement que avec la technologie, on peut fortement décarboner. Je pense qu'avec l'intelligence artificielle, on peut avoir un auxiliaire essentiel pour la décarbonation. Je le vois parce que finalement, l'intelligence artificielle, c'est un grand facteur de gestion de la complexité. Et l'environnement, c'est de la complexité. Que ce soit dans les supply chains, que ce soit dans les smart grids, que ce soit dans les systèmes de transport,
que ce soit dans l'agriculture, on s'aperçoit qu'on est face à des environnements de complexité, et qui mieux que l'intelligence artificielle pour traiter de la complexité? Il n'y en a pas. Et donc je pense que cette thèse est appelée à monter en puissance, et je pense que d'ici quelques années, on considérera l'intelligence artificielle comme un facteur premier de décarbonation. L'OCP, c'est un acteur initialement d'industrie primaire. C'est ce qu'on appelle les industries extractives, c'est-à-dire qu'on sort du minerai, on ne le transforme pas du tout, et puis on gagne un petit peu d'argent là-dessus. La transition qui a été faite et qui est remarquable, c'est finalement d'arriver à créer plus de valeur ajoutée en faisant des produits semi-finis et des produits finis pour l'agriculteur, pour finalement commencer à plateformiser. Ben, finalement, c'est cette notion qui est très présente, qui est de farmer intimacy, et ça implique tout un tas de nouveaux métiers en réalité. C'est qu'on peut utiliser des drones, on peut avoir des systèmes algorithmiques et de l'intelligence artificielle pour décider de type d'intrants et de graines qu'on va mettre dans les champs. On peut avoir des plateformes qui vont aider les fermiers à apprendre de nouvelles techniques à cet égard. On peut avoir des métiers algorithmés d'assurance et de gestion de la donnée extrêmement fines là-dessus. Voilà, donc c'est vraiment de la plateformisation, et je pense que c'est une nouvelle montée en gamme pour l'OCP. C'est l'objectif que s'est fixé l'OCP, c'est d'arriver à être finalement le premier auxiliaire du fermier pour réussir à faire en sorte que son niveau de productivité, son ROI soit le plus élevé possible, et cela dans un contexte de gestion des externalités environnementales le plus important possible. Dans l'électricité, on utilise traditionnellement des systèmes qui sont pilotés par la demande. C'est-à-dire que la demande est variable et il faut toujours assurer la production d'électricité. Mais dans certains cas, on est obligé d'utiliser des systèmes coûteux et très carbonés pour réussir à faire ça. Le système du futur, c'est un système qui pilote la demande, et donc qui est digital, qui utilise de l'intelligence artificielle et qui est capable d'éteindre certains types d'équipements sans même que l'usager ne s'en rende compte. L'OCP a déjà fait un stade extraordinaire, c'est la création de l'UM6P, qui est finalement un acteur qui est complètement penché vers le futur, qui crée les nouvelles formations, les nouvelles expertises. Le sujet pour l'OCP, c'est désormais de se plateformiser, de créer l'infrastructure technologique, la plateforme technologique qui va irriguer absolument tous les métiers, qui va monter dans l'amont et qui va aller jusqu'au fermier, réussir à toucher ce fermier et à participer à son élan productif. Les discussions sont très énergisantes et les rencontres sont toujours extrêmement riches.